Bonjour et bienvenue donc dans ce court point de l'actualité internationale qui fait bouger les marchés financiers. Au programme, reconnaissance historique de la Palestine par la France, réarmement massif de la Russie, tensions commerciales entre l'Union européenne et la Chine, décision monétaire de la Banque centrale européenne et révolution technologique dans la finance. Dans un message publié hier sur X, Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce geste symbolique fera de la France la première puissance du G7 à franchir ce cap dans un contexte de guerre meurtrière à Gaza et de paralysie diplomatique. Le président français justifie cette initiative par la volonté de relancer une paix, je le cite, juste et durable au Proche-Orient. Il affirme toujours vouloir bâtir enfin l'État de Palestine à condition que celui-ci soit démilitarisé et reconnaisse pleinement Israël. Dans cette optique, Paris coprésidera avec Riyad une conférence internationale visant à raviver la solution dite à deux États. Toutefois, cette annonce provoque, vous vous en doutez, des réactions vives et contrastées sur la scène internationale. Si l'OLP et le Hamas saluent une étape positive, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dénonce, lui, une décision qui, je le cite, récompense la terreur et alimente l'instabilité régionale. De leur côté, les États-Unis parlent d'un choix imprudent qui, selon eux, freine le processus de paix. En Europe, la fracture est également visible. Jean-Luc Mélenchon applaudit une victoire morale, tandis que Jordan Bardella y voit un recul, un calcul politique. À l'inverse, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a reconnu la Palestine en 2024, félicite Paris pour cette prise de position. Enfin, cette décision s'inscrit dans une mobilisation plus large. Un entretien d'urgence réunira Paris, Londres et Berlin le 25 juillet face à l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza. Pour nombre d'acteurs, la reconnaissance d'un État palestinien apparaît désormais comme une étape incontournable vers une paix durable entre Palestiniens et Israéliens. La Russie serait en passe de franchir un nouveau cap dans sa politique de défense, puisque selon les services de renseignement ukrainiens relayés par plusieurs médias internationaux, Moscou préparerait un plan militaire d'un montant astronomique de 1100 milliards de dollars d'ici 2036, reflet d'une ambition sans précédent. Ce plan, bien au-delà des budgets militaires annuels russes passés, viserait à moderniser en profondeur l'armée du pays, c'est-à-dire acquérir de nouvelles technologies, renforcer des équipements existants et augmenter ses effectifs. Selon les analystes, il répond à la prise de conscience du Kremlin face aux limites affichées par son armée, mise en lumière depuis l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine compte ainsi redonner à la Russie une stature de puissance militaire mondiale capable de dissuader, voire d'affronter l'Occident sur plusieurs fronts. L'annonce de ce plan s'inscrit dans un climat de forte défiance entre Moscou et les capitales occidentales. Elle nourrit l'inquiétude de voir s'intensifier la course aux armements et de provoquer une escalade non seulement en Europe de l'Est, mais aussi à l'échelle mondiale. Les experts soulignent que ce choix stratégique pourrait renforcer le cycle des représailles et raviver la dynamique de bloc et fragiliser davantage la sécurité collective en Europe, déjà ébranlée par la guerre en Ukraine. L'horizon géopolitique se charge ainsi de nouvelles incertitudes alors que l'envergure du plan russe laisse présager une rivalité militaire durable et potentiellement globale. Le sommet Union européenne-Chine du 24 juillet 2025 à Pékin s'est déroulé dans un climat tendu, illustrant des relations de plus en plus complexes entre les deux partenaires. Prévu sur 2 jours mais écourté à une seule journée à la demande de Pékin, l'événement marque un tournant. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a évoqué un point d'inflexion, un véritable point d'inflexion dans les liens avec la Chine. Au cœur des discussions, le déséquilibre commercial croissant avec un déficit record de plus de 300 milliards d'euros en 2024 côté européen et des dossiers sensibles comme les surcapacités industrielles chinoises, les véhicules électriques subventionnés ou bien encore l'accès aux matières premières critiques, notamment les terres rares. Bruxelles demande des règles du jeu plus équitables, tandis que Pékin dénonce un retour au protectionnisme occidental. Le président chinois Xi Jinping a appelé l'Union européenne à faire, je le cite, les bons choix stratégiques, plaidant pour un dialogue plus autonome à distance de Washington. Une pique implicite que Bruxelles et les États-Unis finalisent un accord tarifaire sur les métaux qui renforcerait leur coopération économique transatlantique. Sur le climat, en revanche, une note d'ouverture a émergé. Un communiqué
communiqué conjoint est en effet en cours de négociation visant à renforcer les efforts partagés sur la transition énergétique, les marchés carbone et la réduction du méthane. Ce sommet, qui marque les 50 ans de relations diplomatiques UE-Chine, n'a pas débouché sur de véritables avancées, mais il confirme un nouveau cadre, c'est-à-dire une coopération sur le climat et la rivalité sur le commerce. Dans un monde fragmenté, l'Union cherche à rééquilibrer ses liens avec Pékin alors que le dialogue semble pour autant quasi rompu. La Banque centrale européenne a maintenu hier ses taux directeurs inchangés avec un taux de dépôt de 2%, un taux des opérations principales à 2,15% et un taux marginal de prêt à 2,4%. Cette décision s'inscrit dans un contexte où l'inflation se stabilise autour de l'objectif de 2% à moyen terme. Toutefois, les pressions sous-jacentes sur les prix hors énergie et alimentaires restent légèrement au-dessus avec une prévision de 2,4% en 2025. Par ailleurs, sur le plan technique, la Banque centrale européenne poursuit le désengagement progressif de ses programmes d'achat d'actifs en ne réinvestissant plus les remboursements des titres arrivant à maturité, ce qui contribue à un retrait mesuré de la liquidité. Cette politique monétaire est conduite de manière data-driven, ainsi les décisions futures dépendront strictement des évolutions des données économiques, notamment de l'inflation, de la croissance et des risques de marché. En outre, l'environnement économique global demeure marqué par une grande incertitude, notamment à cause des tensions commerciales telles que la menace élevée de nouveaux droits de douane américains contre l'Union européenne. Ces facteurs pèsent sur les investissements des entreprises et les exportations et face à cela, la BCE adopte une posture prudente, évitant pour l'heure de relever ou baisser les taux et privilégiant un wait and see afin d'observer l'impact de ces facteurs sur la dynamique économique. D'autre part, la demande de crédit des entreprises montre un léger rebond tandis que les banques restent vigilantes sur leurs critères d'octroi, notamment pour les prêts immobiliers et à la consommation. Cette situation traduit un équilibre précaire entre la résilience de l'économie l'économie européenne et les risques accrus liés à la conjoncture internationale. Enfin, la BCE dispose d'outils spécifiques tels que l'instrument de protection de la transmission pour contrer toute volatilité excessive sur les marchés financiers, laquelle pourrait perturber la transmission de la politique monétaire dans la zone euro. Ainsi, la Banque centrale européenne navigue dans un environnement complexe, adoptant une politique technique prudente et flexible face aux incertitudes géopolitiques et économiques, avec un accent majeur mis sur la gestion fine de l'inflation et de la stabilité financière. Goldman Sachs et BNY Mellon s'associent pour tokeniser les fonds du marché monétaire, un secteur de près de 7 000 milliards de dollars. Cette initiative innovante permettra aux investisseurs institutionnels d'acheter, vendre et échanger des parts de fonds monétaires sous forme de tokens numériques via la plateforme Liquidity Direct de BNY enregistrée sur la blockchain privée JSDAP développée par Goldman Sachs. La tokenisation vise à accélérer les transactions passant de plusieurs jours à des règlements quasi instantanés tout en améliorant la liquidité et la transparence. Ce projet réunit déjà des poids lourds comme BlackRock et Fidelity, soulignant son impact potentiel sur les marchés financiers. Grâce à cette technologie blockchain, les échanges seront sécurisés et traçables tout en étant compatibles avec les systèmes traditionnels de BNY Mellon. Cette avancée intervient dans un contexte favorable marqué par la reconnaissance réglementaire des stablecoins grâce à la loi Genius Act aux États-Unis. En résumé, ce partenariat préfigure une transformation majeure des infrastructures financières, rendant les fonds monétaires plus efficaces, plus flexibles et plus accessibles, tout en rapprochant finances traditionnelles et actifs numériques. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Et côté macroéconomie, en Europe, les investisseurs seront attentifs à l'évolution du climat des affaires. En Allemagne, le fameux IFO, qui est modélisé en légère hausse par le consensus, c'est dans un peu moins d'une heure qu'il sera publié. Sinon, écoutez, c'est du côté des entreprises qu'il faudra aller le chercher, puisqu'aujourd'hui, les entreprises, puisqu'on assistera donc à la publication notamment de Volkswagen, notamment de Volkswagen et de Philips. Voilà pour sur le front macro et microéconomique. Regardons comment les places financières
ont évolué hier et en Europe, les marchés ont globalement terminé en hausse ce jeudi, portés par l'espoir d'un accord commercial imminent entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce compromis en discussion qui pourrait limiter les surtaxes américaines sur les produits sur les exportations européennes à 15% au lieu de 30% initialement prévu, a rassuré les investisseurs sur le front du commerce international. Et dans ce contexte, seul Paris a reculé. Le CAC 40 a cédé 0,41% sous l'effet de résultats d'entreprises décevants. À l'inverse, le FTSE a signé une sixième séance consécutive de hausse avec un gain de 0,85% et le DAX a lui progressé de 0,27%. Hier, à Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux records portés par les signaux encourageants sur le front commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. En revanche, le Dow Jones a reculé de 0,7%, lesté par plusieurs poids lourds de la cote. IBM a chuté de 8,04% après des résultats jugés inférieurs aux attentes, tandis que United Health a perdu 3,48% après avoir reconnu faire l'objet d'enquêtes pénales et civiles de la part du département de la justice américain. Quant aux marchés pétroliers, hier, ils ont progressé, soutenus par les accords commerciaux signés entre les États-Unis et plusieurs partenaires, nourrissant les anticipations d'une hausse de la demande. Cette dynamique haussière a été portée également par des indicateurs économiques solides aux États-Unis, notamment une nouvelle baisse des inscriptions au chômage. Toutefois, les prix ont été partiellement freinés en séance par des rumeurs de reprise des opérations de Chevron au Venezuela susceptibles d'augmenter l'offre sur le marché. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a gagné un peu moins de 1% à 69,18 $, tandis que son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, a lui gagné 1,2% à 66,03 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 25 juillet. Et juste après, comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Antoine Quesada qui nous dira si à très court terme, il est intéressant de prendre ses bénéfices sur l'indice phare parisien et si à plus long terme, il est intéressant d'avoir toujours en tête éventuellement de nouveaux records absolus. À tout de suite sur TV Finance.